Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes à Annecy, 40 km de Genève, dans cette partie tellement jolie, évidemment ce lac d'Annecy qui est connu dans le monde entier. Le restaurant des 13 hommes est juste au-dessus. On est en dessous de la Visitation, en dessous du Semnos, cette montagne qui regarde ce lac d'Annecy, dans un endroit très privilégié. Les 13 hommes, le trésor d'Annecy, cet endroit où se mêlent nature et déjà début de l'urbanité, la ville est juste en dessous, un endroit qui cultive l'excellence. Difficile de cantonner les 13 hommes à une seule et même écriture. On sent l'envie des propriétaires d'être un peu atypique. Il y a des ruchers, il y a un parcours collectif, il y a ces bornes électriques pour qu'on vienne en véhicule propre. Cette envie de respecter cette montagne, ce lac, cet environnement, ce circuit court où bien tous les meilleurs producteurs amènent des petites choses à déguster, à faire découvrir à la clientèle des 13 hommes. Et c'est vrai que c'est une image un peu kaléidoscope qui colle très bien aux 13 hommes. Vous allez venir pour l'endroit et vous allez revenir pour des découvertes, des astuces un peu environnementales, bref, sociétales. Cette maison des 13 hommes est évidemment totalement incarnée par Véronique Droux qui nous accueille. Merci beaucoup. Quand on voit tout ce travail, on se rend compte que les 13 hommes est un projet annécien. On veut faire vivre, tu veux faire vivre tous les gens qui sont autour d'ici. Oui, complètement. Merci déjà de votre présence. Et dès le départ, en fait, quand on a repris avec Pascal cet établissement, l'idée c'était de le garder dans le patrimoine annécien, qui ne devienne pas un bien privé. Et je crois qu'au fil des années, on continue cette démarche de vouloir aussi s'intéresser à ce qui se passe au-delà de notre maison, aux problèmes sociétaux, environnementaux. Je crois que ce qui nous plaît aussi, c'est de ne pas être finalement renfermés sur nos propres maisons et de nous ouvrir aussi aux autres, tout simplement. Parle-moi de toi, Véronique. Tu es d'une famille d'hôteliers, de restaurateurs, tu es venue dans la région. Pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Finalement, on a l'impression que tu veux dire, voilà, moi je veux faire comme on m'a appris, mais il y a un plus, il y a une Véronique plus partout dans la maison. Oui, parce que à la base, le métier d'hôtelier-restaurateur, il est venu par mes parents. En effet, j'ai grandi avec, mais je me suis aussi intéressée au fil de mon... Tu étais un peu rebelle. Tu es très sociétal, très social. Tu t'es intéressée aux gens qui n'avaient rien. Je me suis intéressée aux gens qui n'avaient rien, oui. Donc j'ai eu cette... je suis partie dans la formation professionnelle, dans l'enseignement de l'histoire de l'art, en zone sensible, justement. Mais ça n'a rien à voir avec l'image très proprette de celle qui va reprendre l'affaire des parents. Non, rien à voir. C'est bien pour ça. T'assumes? Ah oui, complètement. Ça n'a rien à voir, mais je crois que c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est d'avoir aussi ce choc. Ici, on n'est pas dans un lieu de luxe, on est dans un lieu de charme. C'est quoi la différence? Je pense que dans le luxe, on est aussi sur l'image. Il y a peut-être une barrière. Et dans le charme, peut-être qu'on n'a pas des codes qui sont obligatoires. Alors, on peut avoir des enfants ici. On peut faire du séminaire, on peut faire du banquet. On a aussi des gens qui passent en peignoir. C'est peut-être des fois difficile dans une maison luxueuse. Il y en a derrière toi des gens en peignoir qui se baladent. Pour toi, c'est ça l'image de la maison? L'image, c'est de dire que les gens puissent être bien et qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Comme une maison de village, une maison de vacances Comme une maison. Comme une maison où vous vous sentez bien et pas obligé, et vous pouvez faire ce dont vous avez envie dans le respect des gens, des personnes et sans être trop peut-être sur les apparences. L'idée, c'est d'avoir une véritable philosophie, d'avoir profondément d'ancrer des pratiques comme travailler avec les producteurs locaux, comme travailler en circuit court. Je pense que quand on fait ce type de démarche, il faut qu'on soit forcément sur quelque chose qui est réellement ressenti. Il ne faut pas faire les choses pour un effet de mode. Parle-moi d'un autre personnage atypique,
tu me le qualifies d'hyperactif, c'est ton chef. Eric Kowalski, il a l'accent du Sud, hein, il est un peu guttural, il est là, il est à l'aise. Ouais, il connaît ses produits. Alors, c'est un Haut-Savoyard ou pas encore? Alors, il est arrivé ici il y a 4 ans. Ouais. Il venait donc de Bordeaux, même s'il était passé quelques années chez Soliveres, donc une formation bien technique tout de même. Et puis, c'est sûr que nous, au départ, on lui a demandé de s'intéresser aux produits locaux comme on l'avait fait avec d'autres chefs. Ouais. Mais je crois que lui, il a été, c'est ce qui aussi nous séduit chez lui et fait qu'on a une véritable rencontre. Il a été au-delà de nos attentes parce qu'il a tissé aussi avec certains des producteurs, comme je pense à Bernard Kurth. Évidemment, le pêcheur de ce lac d'Annecy. De véritables liens. C'est un peu un passage obligé qu'il travaille cette notion de circuit court. Alors pour nous, c'est un peu un gage. Ce qui était important, c'était qu'il puisse travailler avec des petits producteurs locaux. Ouais. C'est une contrainte. Oui, mais en même temps, on n'a pas 90 mètres carrés de capteurs solaires, on n'a pas des ruchers, on n'a pas des bornes pour les voitures électriques sans vouloir s'engager réellement dans une démarche. T'en démords pas, ça c'est ta démarche globale. Tu veux être écolo et éco-responsable, c'est peut-être plus juste pour toi ça. Je veux préserver nos métiers à tous. Je veux préserver le métier de l'emploi aussi. Je pense que si on n'a pas cette démarche, demain, quelles sont les entreprises qui vont créer de l'emploi? On est chef d'entreprise, on est dans l'entrepreneuriat. Et moi, ce qui je me régale à dire qu'on est passé de 13 CDI à 70 CDI. Évidemment, le chiffre d'affaires, quand on a repris l'entreprise, il s'est multiplié de la même manière. Mais ma satisfaction, elle est d'être passée à 70 CDI. J'espère qu'on en créera d'autres. Et c'est vrai que quand on peut travailler avec les producteurs locaux, on est là aussi pour un véritable message, aussi peut-être politique, sociétal. Et je pense que, oui, demander à Eric... Enfin, d'ailleurs, je ne sais même pas si on lui a demandé. Parce que très vite, Eric, il a compris. Et oui, et il a été au-delà de nos attentes. Donc on lui a parlé d'un petit producteur, il est revenu avec 3. C'est en rencontrant Véronique que toute l'histoire s'est créée. Cette femme est tellement engagée, militante du bien-vivre des salariés qu'il fallait trouver autre chose qui colle avec cette histoire-là. Et évidemment, Karine, qui est depuis des années à la buvette du marché, qui a envie aussi de défendre son territoire, qui connaît ses chefs, parce que c'est un point de ralliement, les buvettes du marché. Eh bien, d'avoir ces deux histoires qui se sont mêlées, les 13 hommes, ces 9 chefs d'Annecy qui sont venus travailler et donner de leur temps pour la très belle cause de Christine Janin. Tout était logique et l'histoire était faite. Bon, Karine, il y a 9 chefs derrière, mais comment tu as fait pour les réunir ? Eh bien, simplement avec beaucoup de sincérité et puis avec vraiment une jolie cause qui nous tenait à cœur. Donc, je pense... Une association de Haute-Savoie. Tout à fait. À chacun son Everest, présidée par Christine Janin, qui est la première femme à être montée au sommet de l'Everest, qui officie pour les enfants qui ont la leucémie et les femmes qui ont le cancer du sein. Bon, elle a du caractère, hein, Christine Janin. Toi aussi, parce que tu animes ta buvette du marché. Toi, tu es fille de restaurateurs et de gens qui connaissent ce métier. Tu n'as pas voulu faire ce métier. Enfin si, un peu quand même. Tu as la buvette du marché, on est en plein cœur d'Annecy. Tu sais créer le lien, mais tu n'as pas voulu rentrer dans la notion de ce qu'ils font là. Pourquoi ? C'est un tout autre métier. Déjà, tout est beaucoup plus compliqué. Je pense que la buvette du marché, tout est plus simple, tout est plus fluide. Et j'avais vraiment envie d'avoir du plaisir dans mon travail. Et personnellement, ça me semblait plus... C'est des fous là, tous ? C'est vraiment un autre métier. Là, c'est la vie privée est mélangée à la vie professionnelle. Ouais. Moi, j'avais envie d'être heureuse. C'est un engagement. C'est un vrai engagement. Alors, c'est vrai qu'avec la Fagit, vous travaillez tous ensemble dans une idée toute simple, c'est de créer du lien à travers le territoire. Et toi, au cœur d'Annecy, quel est le trait commun entre tous ces chefs qui sont de ce territoire-là d'Annecy ? En fait, ça correspond vraiment, tout est lié. C'est-à-dire que notre profession, notre façon de vivre, tout est lié. On aime manger, on aime boire, on aime se rassembler. C'est ce qui se passe aussi à la buvette du marché. Je pense que ces chefs, c'est la même chose. On ne peut pas être un très grand chef si on n'aime pas recevoir les gens, si on n'aime pas goûter, apprendre des nouveaux produits, travailler des producteurs locaux. Je pense que c'est une vraie passion, c'est une vraie façon d'être.
On les voit actuellement en train de travailler. Là, ils sont totalement fous parce qu'il y a 120 couverts à envoyer et ils n'ont pas chacun préparé leur plat dans leur cuisine et juste l'assembler. Non, ils ont voulu travailler ces plats à 4 mains principalement. C'est encore un défi dans le défi. Totalement, d'autant plus que ça ne se prépare pas juste ce soir. C'est-à-dire qu'il y a eu des réunions en amont, il a fallu décider d'un menu, puisque c'est un menu unique et éphémère. Il est créé que pour ce soir, donc ça c'est déjà assez exceptionnel. Et il a fallu se réunir pendant la saison haute pour nous tous, donc ça a vraiment été un peu compliqué et je les félicite vraiment et je les remercie parce qu'il a fallu qu'ils laissent leur établissement, leur brigade pour venir ici travailler tous ensemble. Alors c'est vrai, il y a 49 étoiles en Savoie-Mont-Blanc, mais un vrai tir groupé sur Annecy. Il y en a beaucoup qui sont en pole position pour décrocher la récompense suprême. Pourquoi tu penses que Annecy tient cette excellence-là, cette place-là? Déjà, qu'est-ce qu'ils ont en plus? Le fait qu'Annecy soit une ville si belle, si magnifique, géographiquement vraiment très bien placée, à côté de l'aéroport de Genève. Donc ça, c'est aussi faciliter les déplacements. Et puis, je pense qu'on a une vraie culture. On a quand même des lycées, le CFA de Broisy, le lycée Thonon. Mais justement, dans notre région. Véronique Droux, qui est donc effectivement la propriétaire des lieux, elle est très attentive à ce que chacun soit à l'aise dans cette vie, que les salariés trouvent de quoi se loger, qu'il y a cette dimension d'humanité dans ce métier. Ça, c'est un élément qui te touche. Totalement. Moi, je ne sais pas vivre autrement que dans l'apaisement, dans le plaisir, dans le partage. Je ne sais pas faire autrement. Et dans mon travail et dans ma vie privée. Et je pense que c'est vraiment une notion commune à cette profession. Tous ces chefs qui sont là, ils ont forcément des égos. Ils gèrent leur restaurant, ils ont une grosse pression. Il y a les guides, les restaurants, les TripAdvisor, etc. Et pourtant, ils ont tout lâché pour être là ce soir. Oui, tout à fait. Alors des égos, je ne suis pas sûre. En tout cas, une grosse personnalité, c'est obligatoire. Il faut avoir de l'ego pour ce métier. Je ne pense pas que ce soit vraiment comme ça. Je pense que c'est des très fortes personnalités parce que maintenant, un chef de cuisine, il doit être manager, il doit être comptable, juriste, artiste pour créer des belles assiettes. Le métier a vraiment évolué et pour être dans l'excellence, je pense qu'il faut avoir une très forte personnalité. En tout cas, moi, ceux avec qui on a travaillé pour cette soirée, je ne les ai pas du tout trouvés dans l'ego. Sinon, ils ne seraient pas là pour une belle cause qui touche que des femmes en l'occurrence. Éric Przewalski n'a pas l'accent savoyard, c'est un Bordelais. Bien sûr qu'il est d'un territoire extraordinaire de France où l'art du vin, l'art du Sud, cette hispanisation du territoire est une réalité en Aquitaine. Et il a voulu traverser la France. Et je crois que Éric, depuis maintenant 5 ans qu'il est ici, s'est fait adopter par les Annéciens et les Hauts-Savoyards. Plusieurs chefs l'ont suivi. Et voilà, aujourd'hui, c'est quelqu'un de totalement intégré dans cet endroit. Au trésor d'Annecy, les 13 hommes, vous avez compris, c'est pas un jeu de mots. On a Éric, le grand chef, qui va me faire devant moi effectivement un risotto avec plein de choses très sympathiques d'ici, parce que tu es vraiment un fou des produits locaux, avec en plus un poisson qui a été pêché par monsieur Kurt, juste à côté, le lac d'Annecy. Tout à fait, donc on va vraiment partir sur... T'attaques par ça? Voilà, on va partir sur la cébette. On va voir si tu sais un peu tailler les légumes. Bon, il est de Bordeaux, il doit savoir faire. Oui, il doit y avoir des restes. C'est le chef des 13 hommes. Tu es arrivé ici il y a 5 ans. On l'a compris, Véronique Droux, elle veut, et d'ailleurs aussi son mari Pascal, que tu travailles les produits locaux. C'était une contrainte ou un plaisir? Alors oui, ça s'est fait... Sincère. Ça n'a pas du tout été une contrainte et en fait ça s'est fait... c'est vrai que monsieur et madame Droux ont toujours eu cette politique d'avoir les produits régionaux et ça s'est fait tout à fait naturellement. Intéressant et puis un lien entre nous. Là, il est en train de travailler l'identité de la Savoie. Ce sont les creusets Alpina que tu as déjà pré-cuit tout à l'heure avec ton bouillon. Vous prenez un bouillon cube, vous faites bien évidemment revenir au maximum pour que c'est un peu de goût dans ton creuset. Tout à fait, c'est ce qui va apporter ce côté gustatif. Ouais. Et là, on va le mouiller tout simplement. Ça, c'est un petit bouillon que j'ai fait avec les arêtes de Ferrat. Ah. Et un genre de fumée de poisson, tout simplement. D'accord. Et on y a rajouté du safran de Salingine, justement, pour rester sur le thématique très régional. Safran de Savoie. Tout à fait. Ça, c'est de l'or, Alors c'est quelque chose que j'ai découvert aussi à mon arrivée. Je n'imaginais absolument pas qu'il y avait du safran en Haute-Savoie. Donc c'est vrai que... Et aussi en Savoie, en Maurienne. Oui.
Et j'étais vraiment à la découverte. Donc l'objectif, c'était d'essayer de retranscrire au mieux tous ces produits locaux dans une seule et unique recette, facile à faire, facile à retranscrire. Regardez l'astuce, on a mis du beurre pour monter le bouillon, obligatoire. Hein. Il faut du gras, sinon toutes les saveurs de ce bouillon vont partir comme ça dans la haute aspirante. Et là on a pris du beurre demi-sel. Il va fort là ton beurre là. Voilà, mais c'est vraiment pour le lier, pour aller au plus vite, pour avoir une consistance très crémeuse. Et comme je te stipulais, on a pris du beurre demi-sel pour éviter de rajouter justement du sel par la suite. Et de toute façon, on a déjà du sel dans le premier bouillon. Quand on a fait cuire tout à l'heure le crozet, forcément, juste avant... On avait assaisonné forcément ce crozet, sel, poivre. Sel, ça part. Voilà, exactement. On n'abuse pas. Et puis bon, c'est vrai que pour la santé aujourd'hui, c'est primordial. Donc là, on va tout simplement le lier. Donc tu vois, on arrive à une belle consistance. Là, on a la cébette qu'on va rajouter vraiment à la minute. Alors, pourquoi tu la mets qu'à la fin et pas maintenant? Alors, tout simplement pour garder ce croquant, se garder cette acidité. Si je la mettais maintenant, elle serait en compotée et il n'y aurait plus du tout le même... Non, gustativement, c'est vraiment avoir de la mâche. Tranché avec le crozet qui est au contraire plutôt enrobé, plutôt long. Voilà, tout à fait. Quand on regarde ta préparation, le safran, bien sûr, hein, c'est rare, c'est cher, c'est beaucoup de travail. À quel moment faut-il mettre le safran pour que la saveur soit respectée, qu'il ne parte pas là aussi dans la haute? Alors c'est pareil, quand on a fait notre petit fumé tout à l'heure, je l'ai mis vraiment les 5 dernières minutes, juste en infusion, pour que vraiment on garde les saveurs et on garde cet arôme qui est très puissant. Mais par la suite, vu que je le mouille, on casse forcément ce côté safran, qui va se lier naturellement avec les autres ingrédients qu'on va rajouter dans la recette. Je veux du fromage. Le Beaufort d'Alpage 2014. Alors, le Beaufort d'Alpage, on va s'en servir à la microplane. Ah, il y a un truc qui m'intéresse. Le Beaufort, quand il est un peu ancien comme ça, on peut retrouver des notions de cristaux de sel. Ça peut être bien avec ton crozet. Hein. Exactement, ça va aussi naturellement le saler. Et du coup, on n'a pas d'excédent de sel. Toujours pareil, hein, pensez à la santé d'autrui, de nos clients. Et ça permet quand même vraiment d'apporter gustativement un véritable plus. Donc là, je prends du Beaufort, mais on pourrait faire la même chose avec de l'abondance ou alors du parmesan reggiano. C'est vrai qu'à l'abondance, c'est aussi bien salé, ça pourrait être intéressant. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un petit peu un pied de nez à l'histoire. Vous imaginez pour un Bordelais de cuisiner un plat tellement identitaire des Savoies, c'est crozet. Là, c'est l'histoire de Méribel, c'est l'histoire de cette vallée tarentaise. Alors, paraît-il que le crozet a été inventé et coupé comme ça en petits carrés pour que lorsque les paysans passaient comme ça le col à 3000 mètres d'altitude au-dessus comme ça de Méribel, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le Mont Vallon, et bien pour que les pâtes ne se cassent pas dans le sac. Ça, c'est l'histoire de la famille qui a inventé ces crozets, repris bien sûr par une légende industrielle, Alpina, une marque de Savoie. Et quel pied de nez à l'histoire pour ce Bordelais d'inventer une recette sur un plat qui sent ce territoire de Savoie-Mont-Blanc. Tu travailles ta poire là actuellement. Oui. Tu la coupes pas trop fine non plus, garde un peu de mâche. Voilà, exactement. Alors là, on va la tailler en petits dés. D'accord. Pour le mettre à la dernière minute justement dans le crozet. Et puis on va faire des petits bâtonnets qu'on mettra en décoration sur le dessus et qui va vraiment t'apporter ce croquant. Oui, l'astuce. Il est en train de couper sa poire à peu près aux mêmes dimensions que le crozet. Et donc du coup, on aura une différence de texture qui se fera. Si elle était coupée plus fine, elle partirait complètement dans le bouillon. Tout à fait, elle partira en compote. Ouais, exactement. Et vraiment, toujours pareil, à la dernière minute pour respecter... presque en brunoise. Voilà, ce côté croquant. Et du coup, on a vraiment un intérêt à amener cette poire. Alors, tu laisses la peau? Oui, je laisse la peau. C'est justement, pour ça que j'allais te l'expliquer. On va apporter une mâche supplémentaire, quelque chose de... Une amertume en plus. Voilà, une amertume en plus. Et dans la sélection de la poire, je l'ai pris verte. Donc pas très sucré, pour apporter une acidité naturelle comme si j'avais mis du citron. En fait, tu veux pas tomber dans la compotée, on l'a vu tout à l'heure avec tous les éléments de ton bouillon. Pareil, là, tu veux garder un petit peu de croquant, d'acidité. En plus, on a le citron qui va arriver. Voilà. Donc tu veux trancher. Exactement, et puis comme ça, on respecte tout à fait notre produit, et puis surtout, il est reconnaissable. Donc là, on peut voir, on va mettre tous nos éléments, donc la poire, la cébette, dans notre minute, hein. Vous avez vu devant vous, c'est cuisson instantanée. Là, hop, on va y ajouter. Moi, je t'attends avec ton citron parce que je vais voir comment ce citron va arriver. Est-ce qu'il va être le juge de paix en changeant tout même?
On va voir. T'as vu, je rajoute une petite cuillère de crème montée. Ouais. C'est juste pour apporter ce côté crémeux, ce côté gourmand, ce côté la délicat. rondeur du risotto. Exactement. Et là, on va y rajouter à la microplane, toujours pareil, juste à l'envoi, une bonne râpée de citron vert, juste l'écorce. Pas le jus. Pas le jus, absolument pas le jus. Le jus va trancher la crème. Exactement. D'Ivoire, ton poisson, pour l'instant, tu t'en es pas occupé? Alors tout à fait. Le poisson, on l'a tout simplement donc levé. On a levé nos filets. Tout simplement, on va tailler des petits tronçons qu'on va mettre mi-cuits. Alors quand je dis mi-cuits, c'est juste flasher tout simplement. Et tu vas les cuire comment, où? Eh bien alors sous la salamandre. Ou alors dans notre four. On va te laisser faire. Voilà. Ou alors dans notre four, si on est à la maison, on a forcément le côté grill. Ouais. On met ça sur une petite assiette avec un tout petit peu d'huile d'olive et on le laisse pendant 2 minutes, même pas à peine, juste pour que voiler le poisson, on appelle ça. Juste le temps que je passe à table, je vais te regarder faire ça en cuisine. Ça marche. Et puis, moi j'ai faim. Eh bien, écoute, comme d'habitude. Je vais t'accompagner. Le creuset de Tarentaise, le safran qui vient de Maurienne, le poisson qui est pêché directement dans le lac d'Annecy, et bien tout ceci, ce sont les facettes que l'on veut montrer. Et c'est aussi l'occasion d'expliquer que Éric le chef connaît parfaitement bien son territoire. Je plonge. On y va, à la dégustation. Alors, ce creuset safran, on voit bien la couleur jaune. Hein. Pistil de safran. Très bien. Très bien, on va goûter en plus avec ce cépage jacquère de cette cuvée très très bien domaine Jacquinot. Et intéressant le choix de sa sommelière parce qu'on va retrouver avec la jacquère cette notion de safran, cette féminité. Voilà. Santé Alexis. Bien. Tu sais quoi, ce plat il a beaucoup de longueur. Oui, c'est vrai qu'on sent bien le safran derrière, qui reste en bouche. Le safran n'est pas en attaque. Il arrive presque en mi-bouche. On va goûter la ferra de M. Kurt, pêcheur d'Annecy, que tu as mi-cuit. Tout à fait, juste flashé, tu sais, comme on disait, sous la salamandre, pour garder cette texture, mais et pas en le servant quand même en cru. Tu vois, on a le sel, le poivre, j'ai pas besoin de rectifier, c'est parfait. Alors, comme on disait, j'ai rajouté juste un coup de poivre, mais j'ai pas rajouté du tout de sel sur le fait que voilà, on avait déjà salé préalablement comme on avait changé tout à l'heure notre creuset. Et puis du fait qu'on l'ait monté au beurre demi-sel, ça nous apporte tout simplement. Voilà. Et puis le Beaufort qui est derrière pour rehausser. Ça c'est super, cette note. La petite poire voilà, en crudité qui va nous apporter un croquant supplémentaire. Qui se marie très bien avec le safran, la poire. Et très bien aussi avec la jacquère. Je rebois. Tu as bien raison. Je te propose un morceau de pain? Ah oui, tiens. Moi, je vais saucer après. D'Ivoire, tout ce plat-là, il est 100% local, 100% traité à 100 km au maximum autour des Trésommes. Ça, c'est un pari gagné. C'est un pari gagné, mais en même temps, comme en échangeant, ce n'est pas vraiment un pari, c'est une façon naturelle de mettre en avant et de mettre en exergue les produits locaux. C'est vraiment un échange au quotidien avec nos artisans. Et bien oui, aujourd'hui, on est fiers, que ce soit enfin mes collaborateurs, mais monsieur, madame Drou, de retranscrire vraiment nos artisans locaux, justement pour les valoriser, parce que sans eux, on sait tous qu'on n'est pas grand-chose et on ne valorise pas assez nos artisans. On parle souvent des chefs. Et sans ces produits-là, le chef n'est rien. Donc c'est vrai que pour nous, c'est aussi un leitmotiv au quotidien. Alors si on y arrive, c'est une grande fierté pour nous, quoi. C'est bon, hein, ton plat? Merci, Alexis. Tu me crois pas? Si, mais... T'as confiance? Moi, j'ai confiance en toi. Ah bon. C'est très bon. On t'a vu également à l'image travailler avec 9 chefs annéciens, tous importants, certains étoilés, il y avait des MOF, tout ça. On t'a senti très à l'aise à travailler avec tous ces gens-là, ici au Trésommes? Oui, c'est vrai que c'était déjà chez moi. Et puis le fait d'être ensemble, de pouvoir travailler, et puis de travailler, comme on disait, leur plat. Pour moi, c'était vraiment... T'es impressionné? Oui, bien sûr, c'est toujours impressionnant. Enfin, j'ai un grand respect de tous ces chefs-là, bien évidemment. Et pour moi, c'était déjà une fierté de les recevoir dans ma cuisine. Mais en plus, qu'ils me fassent confiance sur l'envoi. Donc moi, je pense pas, pas que moi, mais enfin, nos ensembles de collaborateurs, on était vraiment sur le fait de se dire, on n'a pas le droit de gâcher le plat du chef. Ils nous font confiance. Donc ça, c'était vraiment, voilà, c'était un genre de pression supplémentaire.
Parce que j'en ai déjà pas mal de pression. Oui, après j'aime ça. La cuisine, envoyer tout ça, c'est dur. Oui, après j'aime ça, donc c'est voilà, ça se fait. Voilà, un nouveau challenge. Oui, et puis voilà, j'étais très très fier. Voilà, pour moi une grosse pression, mais un grand contentement à la fin de la soirée, puisqu'on a travaillé tous en bonhomie. Voilà, c'était très collégial, et du coup, moi ça m'a rassuré. Enfin, j'étais très heureux. Allez, il va garder son petit accent bordelais, mais il est bien savoyard. Voilà, c'est ça. Alors, cet accent, c'est vrai comme on parle souvent. C'est le tien. Oh là là. Voilà, mais c'est vrai que je le perds pas, tu vois, au fur et à mesure. Enfin, je le perds pas. Alors, c'est vrai que j'ai pas maman au téléphone régulièrement, j'ai de la famille régulièrement qui viennent me voir, donc du coup, je garde cet échange-là. Rajoute-moi juste un Y de temps en temps et ça ira bien, ça fera savoyard. Voilà, c'est ça. Provalski, Y, on dira. Et pas I.